Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Ikabog Club, le podcast de lecture de The Ikabog, le nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix, et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast qui sera consacré au chapitre 3 à 10 de The Ikabog. On a eu droit à 8 nouveaux chapitres depuis le premier épisode, ce qui était assez surprenant de dire, on ne s'attendait pas à en avoir autant. Oui, parce que c'est vrai qu'on est parti sur un rythme hebdomadaire, donc à partir de la semaine prochaine, donc là vous allez avoir cet épisode à la fin de la première semaine de publication des chapitres. Le prochain arrivera une semaine après, mais c'est vrai que là, entre nos deux premiers épisodes, on s'attendait peut-être à avoir 4, 5 chapitres. Non, 8, pardon, donc 10 sur la semaine. C'est pas mal. Je sais pas si on aura autant les prochaines semaines. Mais je pense qu'ils vont garder quand même, enfin je suppose un rythme assez similaire, parce que sinon ça serait bizarre d'avoir mis autant de chapitres la première semaine si on a aussi peu par la suite. Ou peu de chapitres mais plus longs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont assez courts aussi, donc on va voir. Aussi. Mais c'est vrai que c'est la question que je me posais. Est-ce que le découpage qui est proposé en fait en ligne actuellement par chapitre, est-ce que ce sera aussi, enfin est-ce que ça sera le même découpage qui sera gardé pour la version papier? Est-ce que justement il n'a pas été découpé en plus de petits textes pour la diffusion en ligne, mais que les chapitres seront un peu plus longs? Bah, ils ont des noms quand même ces chapitres. S'ils avaient été juste numérotés peut-être, mais là ils ont quand même des noms, donc et des noms qui font sens, donc c'est... Faut voir, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait... En plus, bon, je pense que le texte entier va pas être si long que ça, donc peut-être que ça permet d'avoir un livre un peu plus épais à vendre. S'il y a tous ces petits chapitres, peut-être. On sait pas. C'est vrai qu'on ne connaît pas le nombre de pages totales. Ça, je suis très, très, très intriguée par cette... J'ai envie de connaître le nombre de pages. Donc on peut passer au résumé du coup de ces 8 chapitres qu'on a eus. Donc on arrive au chapitre 3 où là on en apprend beaucoup plus sur la famille de Burt et ses liens avec la cour du roi Fred. Donc son père, le Major Beamish, est le capitaine de la garde et sa mère n'est autre que la pâtissière en chef. Et on rencontre aussi sa meilleure amie, Daisy Dovetail, une fille donc qui devient rapidement notre nouvelle héroïne en fait, on va en parler. Et très rapidement, un drame survient à Chouville. La mère de Daisy, couturière attitrée du roi, meurt de surmenage. Et le roi Fred se sent un peu coupable, mais pas trop. Pour éviter d'avoir leur deuil et les reproches silencieuses de la famille sous son nez, il les fait déménager hors de sa vue. Tout le monde semble oublier cette sombre affaire pour ne pas entacher la réputation du roi. Tous, sauf la jeune Daisy, qui elle a du mal à faire son deuil évidemment. Donc les années passent et la rancœur de Daisy envers le roi éclate un jour dans la cour du palais, provoquant une violente dispute entre elle et son meilleur ami Burt, scène qui nous a déchiré le cœur, puisque Burt défend le roi. Et à cause de cette vipère de Spittleworth, l'affaire remonte aux oreilles de Fred, profondément choqué d'avoir été appelé égoïste, vaniteux et cruel par Daisy. Donc pour se rassurer, il décide de décorer le jeune Burt, qui a pris sa défense. Et lors du jour des audiences, il fait tout pour prouver qu'il ne mérite pas ces abjects qualificatifs. Et on arrive à nos 2 derniers chapitres de la semaine, où un vieux berger des Marshlands débarque aux audiences et annonce que son chien a été dévoré par l'Ikabog. Roulement de tambour. Qu'il a vu de ses propres yeux. Et donc Fred, toujours pris dans son élan de fierté, de montrer à quel point il est un bon roi, il lance le jour même une expédition vers les Marshlands à la chasse à l'Ikabog, devant ses sujets de Chouville plutôt perplexes. Donc voilà où on en est. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Alix, de cette grande avancée de l'intrigue? Je dois dire que j'ai été assez surprise, et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est des chapitres qui, pour moi, prennent vraiment le temps de poser les personnages. On n'est plus du tout dans le développement de l'univers. Voilà, on est vraiment sur ce premier chapitre qui était vraiment un portrait de cornucopia, de tout le royaume. Et là, on n'est plus du tout, c'est plus du tout le sujet, c'est vraiment un gros zoom sur la dynamique
de Chouville et particulièrement voilà, du roi avec le roi Fred, Daisy qui vit le deuil de sa mère et la famille Beamish. Ouais. Et ça devient effectivement beaucoup plus psychologique. J'aime bien voilà, la façon assez lente dont sont amenés les éléments perturbateurs. Voilà, on sent que voilà, la mort de la couturière, c'est l'élément déclencheur de toute une suite d'événements dont on n'a pas encore évidemment voilà, le fin mot. Mais c'est amené avec une certaine douceur, on va dire, avec une certaine lenteur, en prenant le temps de décrire beaucoup de petites choses. Enfin, c'est quelque chose qui était déjà présent dans Harry Potter, et je pense que enfin, ça revient souvent dans les livres pour enfants aussi, et moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est voilà, le fait de prendre le temps, de décrire ce qui se passe, de décrire les expressions des personnages, de décrire bon, les vêtements, ça on Oui. va en reparler parce que c'est un grand sujet, mais il y a vraiment énormément de petits détails qui sont donnés sur les dynamiques de la cour, etc. Les dynamiques familiales, on nous parle du cottage des Dovetail et qui est Ouais. en deuil, etc. Enfin, voilà, donc c'est cette mise en place encore que je trouve très réussie. Mais je pense que ce que j'ai le plus aimé dans ces chapitres-là, c'est la remise en question assez progressive de Fred. Ouais. Euh, Bon, on va en parler pas mal, je pense, hein. Ouais, mais c'est pas vraiment un élément spécifique, mais c'est plus la façon dont lui qui est présenté comme un peu bénet, un peu naïf et tout ça, enfin même très naïf, et ben il va se prendre une petite claque et petit à petit, ou lentement évidemment, mais il va essayer de remettre un peu en question et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et j'aime bien la façon dont c'est présenté. Et du coup, j'aime bien que ce soit un personnage qui soit voilà, ni blanc ni noir. Ouais. Et au contraire, peut-être ce que pour l'instant j'aime un peu moins, c'est les personnages de Spittleworth et de Flapoon, qui sont vraiment juste des gros méchants qui sont méchants, hein. On va Ouais. dire ça comme ça, où il n'y a pas du tout de... Il y a pas de juste milieu, il y a aucun... il y a vraiment rien pour les racheter, c'est vraiment c'est des pures ordures et il y a vraiment rien pour rattraper un peu leur Ouais, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire quelque chose qui nous crispe, quoi. Ils sont horribles sur tous les sujets, quoi. Que ce soit dans la manière dont ils traitent le roi, on sent qu'ils le prennent vraiment pour un débile, ce qu'il est un peu, mais bon. Mais la manière dont ils traitent les enfants, enfin, c'est assez, voilà. Et puis leur réaction à la mort de la couturière, qui est vraiment affreuse, quoi. Donc ouais, non moi aussi j'étais vraiment surprise et puis j'ai apprécié pour exactement les mêmes raisons que toi hein, sur le développement là centré sur les personnages qui prennent de l'épaisseur, tous à part bon ce duo là qui est un peu on attend peut-être plus tard, on sait jamais hein, qu'ils prennent un peu plus de subtilité. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette série-là, c'est le traitement du deuil hein, de Daisy, la manière dont c'est décrit avec vraiment beaucoup de subtilité et c'est très touchant. Et ouais, moi, vraiment, ce que je retiens, c'est à la fois, comme tu l'as dit, la manière dont Fred évolue et ce nouveau personnage de Daisy qu'on attendait un peu, mais on ne pouvait pas se douter qu'on allait avoir cette petite fille qui est très très attachante. Et donc, peut-être que ce que j'ai moins aimé, c'est comme toi, hein, c'est ces deux méchants, entre guillemets. Et puis, comme j'avais décidé d'être Team Islanda, c'est aussi encore le fait elle est très absente, très effacée. Donc, voilà, c'est ma petite frustration. Mais j'espère qu'on va me donner plus d'Islanda bientôt. peut-être qu'elle va partir elle va suivre elle va suivre Fred en cachette pour retrouver son capitaine. Son beau capitaine, comment il s'appelle déjà? Il a un super nom. Goodfellow. Goodfellow, voilà. Je crois que c'est ça, du coup j'ai un doute maintenant, C'est ça, mais non, t'as purée, c'est raison. ça. Donc oui, comme on l'a dit, on a plein de nouveaux personnages dans cette série de chapitres. Donc on a commencé à parler de Daisy Dovetail, mais on peut peut-être revenir sur cette adorable forte tête. On peut dire que c'est une Gryffondor, hein, clairement.
Complètement. D'ailleurs, ça m'a fait rire à quel point c'est une Gryffondor, quoi. Autant Berthe, on attend de voir comment il va prendre de l'assurance, mais alors Daisy, voilà, c'est quand même... je pense que c'est notre nouvelle chouchoute, non? On peut dire? Mais oui, je suis assez surprise, enfin, parce que, bon, bah voilà, elle n'était pas du tout présente dans les 2 premiers chapitres, et même si bon, on espérait qu'il y ait d'autres personnages féminins ou quoi, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi vite. Elle prend la place de Burt, enfin, que voilà, vous pensez être celle de Burt en termes enfin, d'héroïne, parce que Ouais. finalement, dans ces chapitres-là, bon, je ne saurais pas dire si elle est vraiment plus présente, mais vraiment en termes de nombre de scènes, Ouais. mais en tout cas en termes d'émotion, vraiment d'intrigue, Oui. on a beaucoup plus d'éléments sur elle, sur sa personnalité, sur son évolution, etc., qu'on a pour Burt. Oui, il y a beaucoup plus d'images marquantes qui sont liées à Daisy, avec, comme on l'a dit, le deuil de sa mère, et puis le fait qu'avec simplement 3 mots, elle ébranle complètement le roi, quoi, enfin, du haut de ses 7 ans, quoi. C'est elle qui est vraiment la plus marquante, là, pour tous les autres personnages, hein, pour Ouais. Bert, pour Fred, indirectement le royaume, puisque c'est elle qui provoque la réaction du roi, donc c'est bien joué, Daisy. Ouais. Et j'avoue que, personnellement, je suis très contente de ça et j'espère qu'on va rester dans cette dynamique-là dans le sens où j'aimerais bien que, bon, là, on est à un stade où Daisy et Burt sont fâchés justement voilà, à cause de cette dispute Oh. qu'ils ont eue. Voilà, Burt qui défend le roi et Daisy qui le juge toujours responsable de la mort de sa mère. Bon, j'espère qu'ils se réconcilieront, mais j'aimerais bien que du coup, on garde quand même Daisy au devant de la scène et que c'est pas juste tant qu'elle est un peu, qu'elle serve juste pas uniquement d'éléments déclencheurs, mais que dans la durée, ça s'inscrive vraiment comme un personnage fort, voilà, qui pourrait même prendre l'ascendant sur Burt dans la dynamique. Mine de rien, si on pense aux autres livres de Rowling, pas même uniquement Harry Potter, mais c'est souvent un homme le personnage principal. Là, j'aimerais bien que ce soit un peu l'inverse. On a Mm. Fred, du coup, qui prend beaucoup de place. Ouais. Mais du coup, dans cette dynamique au niveau des enfants, j'aimerais beaucoup qu'on ait Daisy qui passe un peu devant Burt, en fait. Et que Ouais. ce soit en plus Burt qui ait ce rôle de sidekick. Ouais. Ouais, j'ai vraiment envie d'un duo, voilà, plus ou moins équilibré, en tout cas dans leur présence, mais effectivement avec une Daisy qui est clairement la leader, quoi, du duo, et qui pas qui traîne Burt, mais qui le pousse à surmonter ses peurs, à surmonter ses insécurités, etc., quoi. C'est déjà ce qu'elle fait quand ils sont petits, quoi, parce qu'on va revenir on peut revenir tout de suite sur Burt. Et là, l'autre chose qui est un gros point positif pour Rowling, je pense, là, qu'on peut lui donner pour une fois, c'est que voilà, elle fait de Burt un petit garçon ronzouillet parce que sa mère est pâtissière. Et pour une fois, elle dénonce clairement la grossophobie à travers le harcèlement dont fait l'objet Burt, et le fait que Daisy, qui est clairement un personnage positif, défendre son ami Burt face aux autres garçons qui se moquent du fait qu'il est enrobé, quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des petites choses qui me plaisent vraiment beaucoup dans cette série de chapitres. Ouais, ouais. Et j'espère, voilà, parce que du coup, là, on s'arrête. Voilà, Fred part avec toute sa clique, avec le père de Burt et sa suite. Et bon, même si je suppose qu'on suivra, on reparlera un peu après de nos Théorie. suppositions sur la suite, mais j'espère que cette dynamique des enfants restera vraiment voilà, au centre, en tout cas au moins aussi importante que l'histoire de Fred, que l'aventure de Fred, et que du coup, ça sera toujours quelque chose qui sera sur le devant de la scène et qui sera pas quelque chose en arrière-plan comme ça, dont on parle de temps en temps, mais... Mais puisqu'on en est à nos deux, on a parlé de Burt et Daisy, on a, ce qui m'a aussi surpris, beaucoup de détails sur leurs parents. Parce qu'on a pensé que les Ouais. parents allaient être absents, et bien finalement, que ce soit du côté des Dovetails, donc de Daisy, bon, la pauvre, on perd la mère vite quand même, mais donc des Dovetails et surtout des Beamish,
et ben on a des parents qui n'ont pas de prénom, mais qui sont bien présents. Et voilà, je pense que je peux avouer que j'ai un petit faible pour le Major Beamish. Je sais pas Ouais. pourquoi, je l'aime bien. Mais donc le Ouais. père de Bert, qui est, je pense, parmi les 3 parents donc, qui nous restent, qui est le plus présent, hein, je pense. Oui, parce que c'est vrai que le père de Daisy, finalement, Ouais, il est enfin assez là, effacé. dans les derniers chapitres, enfin voilà, on en parle un peu quand, enfin voilà, on dit qu'il porte le deuil de sa femme, etc. Mais finalement, après, bon, il a aussi un rôle, enfin, il est menuisier, donc il est moins près des autres personnages, dans le sens où hein, il a pas des interactions directes avec le roi, contrairement au père de Burt, qui est son chef, qui est le chef de la garde royale. Donc les interactions sont un peu plus limitées, mais c'est vrai qu'il est particulièrement effacé. Ouais, alors que, mine de rien, si on se souvient du chapitre 2, c'est un des premiers adultes qu'on voit avec Burt, puisque c'est lui qui raconte les histoires de l'Ikabog, c'est lui qui lui fait le petit Ikabog en bois. Donc oui, mine de rien, après avoir rempli ce rôle-là, on s'est dit peut-être qu'il va disparaître. Bah, il est là, mais c'est pas lui qui va critiquer ouvertement le roi, même si il affiche clairement le deuil de la famille En fait, il le fait de manière beaucoup plus subtile que sa fille, mais voilà, c'est pas lui qui va affronter le roi et le mettre face à ses torts, quoi. Donc il reste beaucoup Mm. plus discret. Et justement, c'est ce qui permet à Daisy d'être beaucoup plus en avant aussi. Ouais, mais c'est pas le cas du Major Beamish qui est là pour le coup et bah c'est un proche de Fred. Donc comme on passe beaucoup de temps avec Fred, bah, le Major Beamish il est là aussi et, euh, et là il fait partie de l'aventure de la chasse à l'Ikabog. Donc on imagine qu'il va être très présent pour cette chasse puisque c'est quand même le capitaine de la garde. Donc Bah, ça va sans doute être même l'occasion de le développer un peu, parce que du coup, il aura sans doute enfin, un certain pouvoir, puisque enfin, il est. Voilà, dans ce genre de mission, il va sans doute être en dialogue régulier avec. Enfin, voilà, conversation régulière avec le roi pour savoir comment ça va se passer ensuite, etc. Et ouais. jouer son rôle de protecteur aussi. Et peut-être de contrebalancer le duo néfaste Spittleworth et Flapoon qui vont certainement pas être d'une grande aide pour ce qui arrive. Ouais. Un petit moment que j'ai particulièrement aimé et qui, je pense, m'a fait m'attacher à ce personnage du Major Beamish, c'est tout la belle description de son débat intérieur quand il se retrouve au fait de devoir avouer ce qu'a dit Daisy et le rôle de son fils là-dedans aussi. C'était là pour le coup j'ai trouvé qu'encore c'était un passage très très subtil dans son débat intérieur et entre protéger les enfants, respecter son roi, savoir on voyait tout son esprit qui fonctionnait en accéléré pour savoir ce qu'il devait faire quoi. Ouais, c'était assez bien amené, c'est vrai. Ouais, c'était assez réussi Mm. comme passage. Mais après, voilà, du coup, on a pas trop parlé de la mère. On sait qu'elle est Oui, pâtissière. Et la c'est pas mal pâtisserie à répété. Chouville, c'est quand même pas. C'est pas de la tarte. Pardon. Enfin voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Mais à part ça, elle a pas vraiment de rôle particulier. Et quand même, du coup, un des autres personnages qu'on rencontre, même si c'est. Bon, à nouveau, il est un peu en arrière-plan, mais il promet d'être intéressant, c'est le conseiller du roi, Monsieur Herringbone. Ah, je l'aime bien lui Euh, aussi. ouais, enfin voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est clairement quelqu'un avec qui le roi a des interactions très régulières, quasiment aussi régulières qu'avec Flapoon et Spittleworth. Contrairement à Beamish où il y a une relation beaucoup plus professionnelle, là on sent que enfin voilà, c'est vraiment son cercle très fermé. Et pour le coup, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez honnête dans l'entourage direct du roi, une des Ouais. seules personnes honnêtes qui va un peu, enfin, sans le dire de manière trop directe, parce que bah, il est obligé d'être poli hein, envers son roi. On ne sait pas trop s'il pratique la décapitation à cornucopia,
Mais bon, il a sans doute envie de sauver son poste. Mais il ne va pas hésiter à dire au roi que bah, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être faites ou à laisser en tout cas exprimer sur son visage voilà, que Ouais. peut-être ce que fait le roi n'est pas tout à fait adéquat. Oui, ça fait partie des personnages qui ont le talent de faire culpabiliser Fred juste par un petite expression, par un petit... enfin voilà, Fred le respecte et du coup, sentir le jugement, même s'il est silencieux de la part d'Herringbone, c'est... Voilà, ça lui fait de l'effet aussi. Donc, Ouais. Et donc je suis assez curieuse de voir comment cette dynamique-là aussi évoluera. Notamment voilà, quand ils seront partis là, dans leur quête de l'Ikabog. Ça promet. Donc on l'a déjà mentionné mais on va pas besoin de dire beaucoup plus. Le capitaine Goodfellow, c'est un des nouveaux personnages qui apparaît dans le dernier chapitre, donc qui fait partie du groupe qui part à la chasse à l'Ikabok. Donc peut-être que on le reverra en pleine action face à un monstre terrifiant ou pas. Qu'on sait de lui, c'est juste que c'est le crush de Dame Eslanda. Donc, et que c'est un fils Et qu'il est de fils de fromager. fromager, voilà. Donc, à suivre. Donc voilà pour nos nouveaux personnages. Je ne sais pas si on va encore en avoir plus dans les prochains chapitres. Ou si on a notre groupe solide de personnages récurrents et que maintenant ça va être plutôt des rencontres ponctuelles au cours du voyage ou en fonction de ce qui va se passer. Mais pour revenir sur les développements de ces personnages, on a déjà assez longuement parlé de Fred, mais bon, je pense qu'on peut revenir sur lui parce que c'est quand même le cœur là, de ces chapitres en tout cas. Et vraiment, moi, on revient sur ce qu'on a déjà dit, mais la manière dont il est déstabilisé dans ses certitudes, où il ne sait pas comment gérer cette culpabilité, il est vraiment diminué. C'est vrai que dans l'épisode d'avant, dans le premier épisode, Alix, tu disais qu'il donnait l'impression d'être un petit enfant qui sait rien. Et là, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'il découvre le monde, quoi, qu'il commence à découvrir ce qui se passe sous les apparences parfaites de son royaume parfait, qui en fait est une dictature, hein, on peut le dire, puisque personne n'ose rien dire. Et le fait que c'est voilà, cette petite fille de 7 ans qui le bouscule et pour l'instant, sa réaction, c'est clairement une réaction d'orgueil. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est un réveil de moral et sans tâche, mais c'est un premier pas, quoi. Donc, on sent que là, on va vraiment suivre un apprentissage, quoi, de la part de ce personnage, de la moralité, de l'empathie, de tout ça. Donc, C'est ça, j'espère vraiment, enfin du coup, que Fred ne va pas être tué trop vite, en tout cas, enfin, peut-être qu'il mourra tragiquement à la fin du livre, on ne sait pas. mais pourquoi Mais tu veux absolument que Fred meure? C'est pas vrai, non, ça. mais non, je ne veux pas justement, mais je me dis que c'est le genre de chose qui est assez probable. Mais j'espère que si c'est le cas, il mourra héroïquement et le plus tard possible. Mais j'espère vraiment en fait voir cette évolution le plus longtemps possible parce que c'est vraiment, enfin, un roman d'apprentissage, enfin, mais pour un adulte en fait. Enfin, dans le cas Oui, de oui. et du coup, c'est super intéressant. Et moi, le personnage me rappelle beaucoup le personnage que joue Daniel Radcliffe dans la série Miracle Workers, particulièrement dans la saison 2 Dark Ages, qui se passe au Moyen-Âge, où il joue un prince. Le prince Chaunsley qui est c'est exactement Fred, c'est-à-dire bon, moins la partie blonde parce que Daniel Radcliffe n'a pas cette superbe barbe blonde et ses moustaches blondes, mais c'est le personnage qui est complètement niais, qui est complètement à côté de ses pompes, qui a jamais vraiment demandé à être roi, qui s'intéresse à des choses, enfin, qui s'intéresse pas vraiment à son royaume, mais pas parce qu'il est, pas par méprise ou quoi que ce soit, mais juste parce que, ben, enfin, il est complètement à côté de la plaque. Et voilà, le personnage de Daniel Radcliffe, lui, sa passion, c'est les canards. Hein. Il a toute une horde de canards et il est complètement, ouais, il est complètement dingue. Et il y a du coup cette paysanne qui va un peu bousculer sa façon de penser. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est vraiment. Enfin, je retrouve la même dynamique et donc je suis très curieuse de voir comment
comment Fred va évoluer, comment la déstabilisation qui s'est mis en place comment ça va évoluer et à quel point ça va façonner sa Ouais. personnalité là dans les épisodes qui vont venir, dans les chapitres qui vont venir. Et c'est vrai que tu notais aussi bah, peut-être ce duo Fred et Berthe qui, qui, qui nous donne. On a l'impression dans les 2 premiers chapitres, ça allait être les deux têtes du récit. Finalement, maintenant, avec Daisy, on n'est plus trop sûr. Mais quand même, il y a toujours ce parallèle entre ces 2 personnages sur. Bah voilà, Bert qui est clairement pas le petit héros parfait qu'on imaginait. Bon, c'est un enfant encore, il a rien fait de mal en soi, mais quand même, enfin, il nous déçoit quoi et il déçoit Daisy, donc il nous déçoit nous quoi. Mm. Donc et il se sent coupable comme Fred se sent coupable, donc c'est intéressant d'avoir ces deux personnages qui vont certainement apprendre beaucoup de choses en parallèle. C'est ouais, j'ai hâte de voir comment Mm. cette double évolution et ce double roman d'apprentissage peut-être va se développer quoi. Ça, Mm. c'est chouette. Et j'ai beaucoup aimé voilà, de voir les petites choses en fait qu'il faisait parce que voilà, on sent que enfin, dans sa tête, tout est en ébullition. Il y a vraiment une remise en question qui est très forte. Et du coup, c'est quelque chose qu'il a jamais appris à faire de par son statut. Et du coup, c'est vraiment au fur et à mesure que les choses viennent, c'est ah, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et du coup, voilà, les petits changements subtils, enfin, le changement enfin, le choix de porter sur voilà, le jour Les audiences. de l'audience avec le peuple, il est en train d'être habillé de la plus belle tenue qu'il ait jamais portée, et puis finalement, il se dit, mais non. Ça va pas. Et il porte la tenue la plus sobre qu'il a portée à l'enterrement, enfin je sais plus si c'est l'enterrement de sa mère ou de son Ouais, père, ouais. mais en tout cas c'était pour des funérailles. Et voilà, et comment ça se met en place petit à petit comme ça. Et puis tout à coup, il y a ce berger qui arrive et il dit, voilà, je vais faire quelque chose de fort. Je vais poursuivre, je vais aller en quête de l'Ikabog et voilà, Ouais. parce que c'est quelque chose que ne ferait pas quelqu'un d'égoïste. Et même si du coup, l'action est motivée par des choix égoïstes, mais bon, après, c'est tout un débat sur est-ce qu'il y a des choix qui ne sont pas égoïstes, mais dans quelle mesure, voilà, cette quête aussi, du coup, qui fait qu'il va sortir de son palais et dit, pour la première fois, il porte cette tenue de bataille qui n'a jamais servi. Euh, voilà, comment ça va le secouer. Enfin, voilà, j'ai vraiment très hâte de voir comment ça va se mettre en place. Non, ouais, c'est sûr. Moi, j'aurais bien dit du coup une petite chose sur Eddie et Slanda, parce qu'on a dit qu'elle voilà, elle était revenue de manière très sporadique. Ce qui m'a un peu moins plu sur les chapitres qu'on a eu là, c'est que les quelques scènes où elle est mentionnée, on nous parle, enfin voilà, on nous dit qu'elle est amoureuse du capitaine Goodfellow, on nous dit qu'elle aime passer du temps avec les enfants, etc. Qu'elle est très Bon, timide. c'est ça, qu'elle est timide. Bon, ça lui donne une image du personnage positif, du coup, puisqu'elle elle s'oppose aussi complètement à Spittleworth et Flapoon, qui eux détestent les enfants. Donc il y a quand même aussi voilà, une volonté de les opposer et, qui est intéressante. Mais ce qui me manque un peu, c'est, voilà, quand on nous l'a présenté, on nous l'a décrit comme un personnage qui était studieux, qui était éduqué, voilà, qui était très sérieux. Et donc là, on n'a pas vu ça dans Non. ce qui a Mm. été. Voilà, donc ça, j'espère que ces aspects-là de ses personnalités ressortiront. Peut-être enfin, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on la verrait apprendre des choses aux enfants de la cour, par exemple. Enfin, même si c'est dans une dynamique très Ouais. maternelle aussi, parce que c'est un peu ce statut, la femme très positive qui aime les enfants, Ouais. etc. Enfin, donc j'espère qu'il y aura que cet aspect-là de sa personnalité Je reviendra. pense que j'ai une idée, mais on va en reparler quand on en sera aux théories, mais sur le rôle qu'elle pourrait avoir. Mais bon, le dernier personnage qui est notre personnage préféré parce c'est notre personnage fantôme, c'est Likabog. Que je pense qu'on était tous cette semaine arrivés, on avait six chapitres, on se dit mais il est passé où Likabog, il nous en parle plus du tout, il n'y a pas une seule mention, il a fallu attendre un chapitre 8 pour qu'il soit rementionné. Et quelle entrée là, enfin même si c'est pas lui directement, mais sa mention fait un enchaînement, voilà, où ça y est, c'est ce qui va provoquer la sortie, la grande aventure.
Donc je pense que il va rester très mystérieux, cet Ikabog, pendant encore un petit bout de temps. Mais j'aime bien, moi, ça me fait penser, là, pour le coup, cette scène du vieux berger qui arrive et qui parle de cette menace au nord. Les gens du sud, personne ne le croit. Ça me fait forcément penser à Game of Thrones, là, cette fois-ci. Voilà, des gens... Oui, avec les moutons, avec les enfants et les dragons, oui, mais là, non? je pensais plus aux gens du Nord qui parlent de la menace des marcheurs blancs et des sauvageons Ah qui disent oui. mais les marcheurs blancs arrivent et qu'au Sud, personne ne les croit. Personne ne le croit. Donc, c'était plutôt ça. Mais effectivement, par contre, le coup de... Oui, oui, on a mangé mon chien, là, ça fait penser au dragon qui mange le mouton, évidemment. mais, euh, mais ouais, ouais, non, c'est vraiment ce personnage du vieux berger qui débarque et qui fait un contraste détonnant avec la cour par le fait il est un peu crade, il parle avec un super accent et tout le monde se moque, sauf Fred qui est très concentré pour être le meilleur roi possible. Donc, mais donc l'Ikabog, à suivre, hein. Ça n'en sait pas plus. Mais du coup, je suis assez contente en fait que la façon dont c'est amené, c'est-à-dire que bon, voilà, ça s'est mis en place, mais du coup, l'Ikabog vient vraiment au centre des préoccupations, puisque c'est la quête absolue du roi maintenant, Ouais. c'est aller tuer l'Ikabog et c'est vraiment ça qui prouvera sa valeur. On rappelle que ce qu'il a fait de plus courageux dans toute sa vie, c'est tuer une guêpe à l'aide de 5 balais. Et voilà. Donc, de la part de quelqu'un comme ça, il y a un côté un peu, je pars fleur au fusil, sans Oui. me rendre du tout compte de Quand il ce qui m'attend. s'imagine en peinture en train de terrasser un terrible monstre et qui se dit ah bah Oui, finalement j'espère bien qu'il existe cet Ikabog pour que je puisse prouver ma valeur. c'est vraiment très, très chevaleresque mais du coup, voilà, le fait que Gabog, du coup, directement, il vient et revient au centre du récit, je trouve ça intéressant parce que en plus, ça va générer d'autant plus de spéculation. On peut suggérer voilà, il va se poser plein de questions sur ce que c'est, sur à quoi il Sur ressemble. s'il existe vraiment, parce que bon, C'est. pour l'instant ils sont pas encore sûrs. Ouais. Enfin voilà, je l'imagine bien aller demander aux gens qu'il croise, à ses soldats, et vous alors, qu'est-ce que vous savez sur l'Ikabog? Enfin, voilà, et du coup, ça va aussi, je pense, complètement coller avec cette idée de. Ben voilà, cette légende terrifiante dont tout le monde parle et dont chacun a une version un peu différente. Ouais. Ouais, il y a du potentiel. Un sujet dont on parlait pas mal dans le premier épisode, c'est notamment toi, Alix, tu te posais la question, mais quelle va être la chronologie est-ce va y avoir beaucoup de temps qui vont se passer dans le fil de l'histoire? Bon, on a déjà 2 ans qui sont passés. Donc les enfants ont un petit peu grandi. Maintenant, ils ont 7 ans. Ça reste quand même encore jeune, hein. Mais bon, je trouve que Daisy, hein, pour une petite fille de 7 ans, elle est quand même pas mal dégourdie. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, complètement. C'est vrai qu'elle montre, enfin voilà, il y a une force de caractère qui est clairement là, et c'est sûr que c'est assez, enfin, je l'imagine déjà un peu plus partir à Prendre l'aventure l'initiative. que j'imagine Burt à 5 ans faire ça. Donc bon, pour moi, ça reste encore un peu jeune. C'est vrai que bon, là, à partir du moment où il y a cette quête qui s'est mise en place, on risque d'avoir moins d'ellipses. Oui, Je pense que les ellipses auxquelles on a eu droit là, entre les chapitres 3 et 10, il y a peu de chances que les enfants grandissent beaucoup, je suppose. En tout cas, peut-être sans doute sur la première partie mm. du récit, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres perturbations qui viendront bousculer un peu tout ça. Mais bon, c'est déjà un peu plus crédible d'avoir des héros de 7 ans que des héros de 5 Ouais. ans. Et quand même aussi, par contre, ce qu'on n'a pas vraiment revu, on parlait de l'Ikabog, mais le petit Ikabog en bois, Et oui, qui était quand même un élément fort du deuxième chapitre, là, il a été complètement évincé, a priori, ouais. voilà, Mais bon, de la vie de Burt. Enfin, on n'en reparle plus du tout. ouais, mais maintenant que son père est parti chasser les Kabok, je l'imagine bien ressortir son jouet et imaginer son père, voilà, imaginer Combattre les l'Ikabog. aventures de son père, je sais pas. Mais C'est vrai.
On verra. Mais ouais, C'est vrai que ça pourrait être l'occasion de faire revenir le jouet. On y tient, ce jouet. Oui, mais complètement. Honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit un objet anodin. Enfin, c'est la façon dont il est présenté dès le début de l'histoire. Ouais. C'est un symbole assez fort. Donc, Ouais. On espère en tout cas qu'on n'en a pas parlé pendant une demi-heure pour rien. Mais en tout cas, au niveau des thématiques qui ressortent, là, on commence à avoir des thématiques récurrentes qu'on sentait venir dans les premiers chapitres, mais là qui deviennent vraiment importantes. On a celle de l'injustice et qu'on sentait dans la description du royaume sur l'inégalité dans la répartition des richesses. Mais là, l'injustice et l'abus de pouvoir à Chouville, elle est assez évidente. Et l'hypocrisie aussi, du coup, qui va avec, parce qu'on voit bien, enfin voilà, c'est les apparences, du coup, de quand la façon dont les Dovetail, ils sont déménagés, ils sont forcés d'être envoyés ailleurs. C'est sûr. Parce que ça fait pas très élégant d'avoir un cottage en deuil sur le chemin de la chasse. C'est quand même, c'était terrible. C'est violent. C'est clair. Et ce qui va un peu avec cette thématique de l'hypocrisie, mais qui la rend plus palpable encore, c'est la remise en cause des apparences, quoi. On nous décrit cette magnifique ville comme étant parfaite, où tout le monde a l'air heureux, et puis au fur et à mesure, même assez rapidement, ça se craquelle, et on se rend compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une sacrée dictature, quoi. Et on se demande si les gens, ils n'ont pas eu un lavage de cerveau pour être aussi unanimes dans le fait d'être avec le roi, alors que il suffit de pas grand-chose pour se rendre compte que voilà, derrière le vernis, voilà, ça, c'est pas très reluisant, quoi. Donc, mais ce qui va bien avec cette thématique et qui la rend encore plus palpable, c'est la thématique des habits. Parce que je pense que, autant dans les premiers chapitres, on parlait beaucoup de nourriture, autant là, c'est les fringues qui sont au cœur des descriptions. On en a déjà parlé un peu. Mais déjà, Fred, hein, on en a parlé, mais ses choix de vêtements et la description à chaque fois qui est liée à ces vêtements qu'il choisit ou qu'il rejette, c'est lourd de sens. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Mais il y a aussi Daisy qui aime pas porter de robe, qui préfère être plus à l'aise en pantalon. Et finalement, sa mère qui lui a cousu toutes ses robes parce qu'elle était couturière. Et le fait qu'elle décide de les porter, même quand elles sont trop petites, pour rendre hommage à sa mère, voilà, c'était encore quelque chose d'assez marquant, quoi. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant voilà, d'avoir cette profusion de vêtements enfin, voilà, qui symbolisent. Enfin, c'est vraiment une caractéristique de cornucopia. A priori, voilà, ils sont tous extrêmement bien habillés. Enfin, c'est vraiment l'apparence physique est quelque chose. Enfin, c'est au-dessus de tout. Enfin, quand on pense au fait que le roi, enfin, le père de Fred, les gens l'aimaient un peu moins parce qu'il avait des dents de travers. Enfin, ça veut tout dire. Et je trouve que du coup, que l'élément déclencheur des péripéties soit la mort de la couturière, donc qui s'est tuée à la tâche pour fournir le plus beau costume pour Fred, parce que, et à nouveau, c'était lors d'une rencontre avec le roi de Pluritania. Donc à nouveau, même si c'est une manière très, très légère, mais ça montre quand même à chaque fois à quel point Pluritania, il y a toujours un peu une tension et ils sont toujours un peu là. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils sont toujours un peu liés à la situation. Mais du coup, enfin voilà, les extrêmes en fait, enfin voilà, c'est tellement important pour eux d'avoir des boutons en améthyste et des cols en hermine, etc. Et d'avoir les choses les plus extravagantes et les plus recherchées possibles, ça provoque la mort. Et du coup, ça souligne d'autant plus toute l'absurdité et toute la vanité. Ouais, la vanité et du coup la toxicité aussi de cette dynamique, de cette enfin, glorification des vêtements. Enfin, c'est quand même à nouveau un symbole qui est assez fort. Et voilà, comme on parle de tout ce qui est remise en cause des apparences, d'un côté, je trouve ça très intéressant que ça passe par les vêtements parce que c'est quelque chose qui est très facile
à comprendre pour des enfants pour le coup, parce que faut pas oublier voilà, que c'est quand même un conte qui est destiné à des enfants assez jeunes. Voilà, ça fait partie des morales qu'on dit souvent aux enfants de pas se fier aux apparences, l'habit ne fait pas le moine, ce genre de choses. Et donc ça c'est un symbole qui est très facile, qui est très accessible. Tout le monde, enfin voilà, tous les enfants savent ce que c'est que des vêtements, font la différence entre quelqu'un qui va être jugé bien habillé ou mal habillé, même si après ces critères changent évidemment d'un endroit à l'autre. Mais du coup, je trouve que ce choix-là est particulièrement intéressant parce qu'il permet de parler de beaucoup de choses, en fait. Voilà, ça va être un fil rouge, à mon avis, tout au long du récit qui promet des dénouements intéressants. Ouais, à moins qu'on en ait d'autres après, parce que c'est vrai que le fil rouge des premiers chapitres, c'était vraiment la nourriture. Là, on en parle toujours un peu, mais quand même beaucoup moins. Là, c'est les habits. Peut-être qu'après, on aura, je sais pas, on va peut-être parler de, j'en sais rien, mais d'un autre symbole de richesse, hein, on ne sait pas, mais de vanité. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est très fort comme symbolique. En fait, après, je pense que les deux sont nés, c'est-à-dire que la nourriture, c'est vraiment aussi le rayonnement de Cornucopia entre guillemets, à l'international, parce qu'on sait qu'ils sont pas les... C'est pour ça aussi qu'ils sont connus, c'est ça qui les fait penser qu'ils sont les meilleurs en tout, ça fait vraiment leur réputation. Alors que les vêtements, mine de rien, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus tourné les uns sur les autres. Ils comparent leur tenue, ils jugent les gens des marshlands parce qu'ils sont pas bien habillés. Enfin, je pense que il y a aussi ça qui joue et les deux sont tout aussi importants, mais ils ont une influence à des niveaux différents, je dirais. Mais c'est clair que ça fait partie d'un tout qui est censé être sublime et magnifique et incroyable et tout et tous les superlatifs qu'on veut et là on va aller secouer un peu tout ça, quoi. Ouais. Et je pense qu'il est temps de passer aux théories pour la suite, parce que là on a été gâtés cette semaine, mais là maintenant que la semaine est finie, on a hâte d'avoir les prochains chapitres. Je veux la suite. Donc bon, on est sûr que Fred part en voyage, donc déjà on peut peut-être parler de ce voyage. Qu'est-ce qu'on en attend? Alors pour le coup, j'espère vraiment que le voyage, ça va prendre son temps. C'est-à-dire qu'on va pas avoir une ellipse où tout à coup ils arrivent dans les marshlands. Parce qu'on nous a décrit vraiment Chouville comme étant au sud du pays, avec un peu plus loin Kurtzburg et Barnstone, et puis un peu plus au nord encore Jéroboam, et puis encore plus au nord les marshlands. Et donc j'espère vraiment que du coup ce voyage, ça va être l'occasion de revoir ces villes dont on nous a parlé, les voir à travers le regard de Fred et de toute sa suite, mais aussi du coup de pas juste les voir, et de pas qu'on en parle pas juste en parlant voilà, de leur réputation et de leur spécialité, mais en creusant un peu plus et en voyant justement comment les habitants de chaque ville vont voir l'arrivée de Fred et le voyage de Fred, parce qu'il suppose qu'il va passer par les villes, il va sans doute faire des haltes, etc. Voilà, comment tout ça va être perçu, quel accueil ils vont leur réserver, est-ce qu'ils vont être contents, est-ce qu'il va y avoir des doléances de la part des sujets. Je pense que c'est quelque chose d'assez clé, et à nouveau on a tellement parlé de toutes ces villes au début, pour moi c'est inévitable qu'on y revienne à un moment. C'était des images, on n'aurait pas autant parlé c'était des images fortes quoi, dans le premier chapitre associées à chaque ville, donc et encore une fois il y a tout cet enjeu d'image, d'apparence de toutes ces villes qui ont l'air parfaites dans leur domaine et exceller dans leur domaine. Et j'imagine bien que là le sujet de ces chapitres-là, c'était d'écorner l'image parfaite de Chouville, et peut-être qu'on va avoir à chaque fois, dans chaque étape, peut-être une histoire plus courte, mais une petite histoire qui va permettre que chaque ville laisse aussi apparaître un côté plus sombre de ce qui se passe dans ce royaume de Cornucopia, et que à chaque étape, ça amène aussi dans le voyage initiatique de Fred une nouvelle réalisation sur
quel est son rôle en tant que roi vis-à-vis de de tout ce royaume dont, voilà, on le rappelle dans le premier chapitre, il était content que le royaume se gouverne tout seul, mais là peut-être qu'il va se rendre compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Donc moi j'attends vraiment des étapes aussi sur qui vont aider Fred à se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon dirigeant, quoi. J'ai hâte qu'on croise ces différentes villes, mais j'ai quand même hâte, même si je suis d'accord qu'il faut qu'on prenne son temps, qu'on arrive aussi dans les Marshlands, parce que là, je sens que c'est là que va se passer la grande aventure. Et en tant que grande amatrice de fantasy, cet univers-là des Marshlands réveille plein d'images assez épiques. Et j'ai surtout hâte de voir la réaction de Fred, parce que je pense que même s'il va se passer des choses sur le chemin, ça va être un choc de voir ces terres qu'il a entendues. Il sait à quoi elles ressemblent, mais d'être confronté à cette pauvreté, à cette désolation en vrai, je pense que ça va le secouer encore, hein, parce qu'il est sensible quand même, ce petit Fred. Donc j'ai hâte de voir cette scène, quoi, du choc culturel. Mais surtout qu'a priori, on n'a pas énormément d'éléments sur sa vie avant le début de l'histoire, hein, mais c'est sous-entendu qu'il est jamais allé dans les Marshlands. Voilà, autant il est sans doute allé dans les autres villes, à Jéroboam, on peut imaginer qu'il a fait des dégustations de vin ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas trop difficile, je pense, de l'imaginer se rendre dans ces villes-là. Mhm. Autant, voilà, les Marshlands, c'est l'inconnu total. Et Ouais. donc ça va effectivement être sans doute un choc et Ouais. ça va mener à des choses Et je intéressantes. suis très intriguée par cette dernière réplique là du père de Daisy qui dit que de toute façon il peut pas faire beaucoup de mal à aller dans les Marshlands. Et là tu dis il pense quand même déjà au mal que peut apporter le roi là où il va aller. Et surtout la dernière phrase qui voilà est pour nous laisser un peu sur notre faim qui pouvait pas se douter que du terrible et du terrible danger qui couve. Mais sous-entendu, on se demande si c'est pas Fred qui va déclencher une catastrophe, quoi, plutôt que le monstre, quoi. Donc j'étais intriguée en tout cas par cette conclusion. Mais Ça serait pas tout à fait étonnant parce que voilà, on sait qu'il est quand même très, très ignorant. Et même si là, il y a vraiment une volonté assez sincère de bien faire les choses, voilà, de changer son image, de prouver qu'il peut être un bon roi, qu'il peut être le meilleur roi qui ait jamais été, ça reste quand même quelqu'un qui est naïf, qui n'a pas été éduqué de manière à être vraiment, avoir vraiment tous les éléments pour comprendre comment sont vraiment les gens. Et les gens sont quand même très hypocrites autour de lui. Et donc, je pense qu'inévitablement, il va être confronté à la réalité du terrain et ça va lui faire tout drôle. il va faire des bourdes. Et donc, et il va inévitablement, je pense, ouais, faire des bourdes et ne pas se rendre compte aussi des dangers potentiels parce que, bon, même s'il est toujours entouré de. Enfin, voilà, il part pas tout seul. Ouais. On va en reparler d'ailleurs, mais il est quand même moins protégé que quand il est dans son château avec sa flopée de domestiques. Mhm. Et même, ces domestiques, on n'a pas trop parlé de ça, mais du fait qu'il y a quand même ils disent la ville dans la ville, Oui. où tous les domestiques du palais vivent à proximité. Enfin voilà, et donc ils les côtoient, enfin voilà, ils vivent sur leur lieu de travail. Et donc il a toujours des centaines de personnes autour de lui qui répondent à ses moindres besoins et ses moindres désirs. Là, c'est pas la même chose, donc c'est pas. Ouais. Ça va pas être un voyage, une promenade de santé, on va dire, Oui. je pense. Et en tout cas, je pense qu'il y en a deux qui savent déjà que ça va pas être une promenade de santé parce qu'ils n'ont pas l'air très ravis d'y aller. C'est Spittleworth et Flapoon. Et oui, on suppose que ils vont probablement eux aussi provoquer des choses peut-être pas idéales durant le voyage. Toi, tu penses carrément qu'ils vont peut-être finir par se retourner contre Fred? Mais
Je pense, enfin, ça serait, pour moi, ça serait assez probable parce que voilà, on voit que bon, ils sont complètement contre les aller dans les marshlands et on a quand même assez bien compris, je trouve au début, que eux, ils sont très contents de vivre la belle vie Mm. au palais, à manger à l'œil, à faire tout ce qu'ils ont envie toute la journée. Là, pour la première fois, c'est un peu Fred qui leur a donné un ordre d'une certaine Ouais, manière. c'est Il vrai. leur a pas vraiment donné le choix, c'est moi je pars et vous venez avec moi. Et donc ça doit un peu leur faire tout drôle. Et bon, même si, enfin voilà, on peut faire que des suppositions sur ce qui va se passer, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça ne leur plaît pas. Ouais. Et donc que, ou ils vont essayer de se venger tout simplement du fait qu'il les ait emmenés dans cette aventure-là, ou il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont essayer ou de mettre fin à cette quête, ou eux-mêmes de rentrer, ou de faire croire à un accident enfin voilà, pas forcément en blessant le roi, mais lui faire croire qu'il se passe quelque chose de dangereux, et donc convaincre le roi qu'il faut rentrer. Là, est-ce qu'il pourrait essayer de semer le roi aussi quelque part, essayer voilà, de le perdre dans la forêt, j'en sais rien, enfin... Je pense qu'il y a pas mal de possibilités, mais à mon avis, enfin, mine de rien, c'est un peu le cadre parfait pour créer un peu un accident, ou en tout cas une petite perturbation. Mais même, voilà, même sans forcément aller jusqu'à tuer le roi, et je pense pas qu'il ferait ça, et sans doute pas aussi tôt dans l'histoire, mais je pense qu'ils vont en tout cas montrer une forme de rébellion par Ouais. rapport à ce choix. Hmm. Mais bon, la dernière chose qui est quand même un grand point d'interrogation, et pour moi c'est le plus grand point d'interrogation, c'est bah, Berthe et Daisy. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Parce que là, là, on a l'impression que l'aventure se déplace bah, en voyage vers cette chasse à l'Ikabog, mais les enfants restent à Chouville pour l'instant en tout cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel élément perturbateur, comme on aime bien dire, qui va les pousser à essayer de rejoindre les adultes? Moi, je me demande si on va pas plutôt suivre deux intrigues en parallèle avec ces adultes autour de Fred qui partent à la chasse à l'Ikabog et Berthe et Daisy qui restent à Chouville, parce que mine de rien, c'est une capitale qui va se retrouver sans roi, avec peut-être des choses qui vont bouger avec l'éloignement du roi. Et je me demande là, c'est pour revenir à Lady Islanda, si il va pas y avoir, elle va pas pouvoir aussi reprendre de l'importance en étant, on a l'impression que c'est quand même une des dames les plus importantes de la cour. Il va bien falloir que la cour se dirige. Donc, est-ce que Lady Islanda va pas prendre un peu les rênes pour influencer la manière dont ça se passe à la cour? Est-ce que du coup, elle va rencontrer Daisy? On ne sait pas, peut-être. J'aimerais bien une petite rencontre entre Islanda et Daisy. Je ne serais pas contre hein, deux intrigues parallèles, même si j'ai pas envie que du coup Islanda et les enfants, ça soit une sous-intrigue par rapport à la grande aventure. Mais ouais, je pense que c'est quand même une possibilité. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que Fred, il part aussi avec le père de Burt, du coup, qui est voilà, son chef, De la garde. chef de la garde. Et donc ça crée quand même aussi un lien. Et donc, on pourrait aussi supposer que, justement, s'il y a vent d'un incident, par exemple, s'ils apprennent, on voit bien que les rumeurs circulent très vite, que dès que Fred il dit qu'il part à la chasse à l'Ikabog, il veut pas que ça se sache, mais tout le monde en parle, et finalement, tout le monde est au courant dans la demi-journée, dans toute la ville. Mm. Et donc, je me dis, est-ce qu'il va se passer quelque chose assez tôt dans le récit qui va pousser Burt à essayer voilà, de rejoindre son père? Est-ce qu'il y a des gens qui vont envoyer un message à la mère de Burt qui va pousser Burt à partir? Peut-être une possibilité à ce niveau-là. Et que tu parlais de Lady Islanda, je pense que c'est pas anodin qu'on nous ait dit juste avant qu'ils partent, dans le sens toute la troupe, Ouais. toute la garde, qu'il y avait parmi les soldats le capitaine Goodfellow qui était le sujet voilà, qui était au centre de toutes L'élu les préoccupations du de cœur. Lady Islanda. Et donc il y a peut-être aussi quelque chose qui va se mettre en place à ce niveau-là.
Ouais. Est-ce que Oui. est-ce qu'il va être blessé? Est-ce que je je sais pas. Est-ce que Lady Islanda va partir, essayer de le rejoindre et que Daisy va se cacher dans sa carriole ou bon, se cacher sur un cheval, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais. dans sa calèche. Ouais, ce serait pas mal qu'il y a les trois, Lady Slanda et Bert et Daisy qui se retrouvent. Enfin, Lady Slanda, qui est pas forcément. Bon, au final, elle aime bien les enfants, mais je pense qu'elle n'aimerait pas les amener au cœur du danger, mais qu'elle se retrouve forcée à les avoir sur le dos un peu pour essayer de rattraper les autres. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais... Ah ouais, Ça pourrait être ouais, là, amusant, je ouais. pense on a deux directions assez différentes. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être une autre troisième direction complètement différente. On ne sait pas. Peut-être qu'en fait, l'Ikabog va apparaître à Chouville. Et du coup, Ouais, finalement, ce serait rigolo. ça va être Islanda et les enfants qui se retrouveront au cœur de l'action alors que les autres sont partis. Ah, moi, j'aimerais beaucoup voir Eslanda ou Daisy se retrouver face à l'Ikabog. Même si j'aimerais que pour le coup, enfin, bon, on attend un peu de savoir, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment cet Ikabog, puisque pour le moment, on n'a pas vraiment d'infos, mais j'ai pas forcément envie qu'il le tue, mais j'aimerais bien avoir une confrontation, en tout cas, enfin, qu'il se retrouve nez à nez avec cette créature. Ouais, ouais. Ça serait intéressant. Dans les choses qu'on nous a fait remarquer, j'avoue que je n'y avais pas pensé quand j'ai vu le nom Ikabog, mais si on prend le mot à l'envers, ça veut dire, enfin il y a go back. Alors, go back Ah! I, donc donc je reviens, enfin à voir comment est-ce que le I il est là juste pour pas commencer par Kamog ou autre chose. Enfin après on avait parlé aussi voilà, de Slicky et tout ça. Mais peut-être qu'il y a aussi une signification à aller chercher là-dedans. Waouh! Donc voilà. Peut-être pas du tout. On aura peut-être la réponse d'ici le prochain épisode. Peut-être. Peut-être. Bon, ben, je pense que ça fait pas mal de pistes de réflexion et de supposition pour la semaine prochaine. On verra si nos théories se révèlent exactes ou pas. Ouais, donc comme on dit, à suivre. Et on espère du coup que ce deuxième épisode vous a plu et on attend toujours vos avis, vos théories, vos propres théories pour qu'on puisse théoriser ensemble, vos propositions de traduction de l'Ikabog puisque ça a été lancé sur la page de la Gazette pour que tout le monde puisse proposer ses traductions en attendant la traduction officielle de Gallimard. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite à Cornucopia.